Très bien. Donc, maintenant, les interprétations des résultats concernant l'exploration des testicules endocrines. Donc, à savoir, la pièce maîtresse pour cette exploration, c'est la testostérone. Donc, le suivi de la testostérone. Et chez l'enfant, on va voir l'exploration ou bien l'interprétation d'une façon générale chez l'enfant et l'interprétation chez l'adulte. Donc, lorsqu'on a chez l'enfant, on parle surtout de la précocité pubertaire ou bien les insuffisances. Ça veut dire les retards, les insuffisances pubertaires. Donc, pour les précocités pubertaires, vrai, donc ça veut dire que le taux de testostérone est très augmenté. Et bien sûr, se manifeste par l'apparition des caractères sexuels secondaires très tôt, de façon précoce. Donc, et ce constat clinique, il est corroboré, il est confirmé par le dosage de la testostérone et on trouve des taux de testostérone très élevés. Ou bien les pseudo-pubertés précoces. À ce moment-là, ce n'est pas la fonction primaire, si vous voulez, entre guillemets, testiculaire, qui est à l'origine de l'élévation des androgènes. Mais c'est la conversion périphérique ou bien des surrénales. C'est l'hyperplasie surrénalienne. Sachant que la majorité de la testostérone chez l'homme est produite par les testicules. Mais nous avons vu les surrénales, ils peuvent, on a vu le schéma général de la conversion ou bien de la synthèse des hormones stéroïdiens, que à partir des intermédiaires, donc la progestérone, on peut avoir les différentes hormones. Donc lorsqu'il s'agit d'une hyperplasie congénitale du surrénal, ou bien dans le cadre d'une tumeur ou la maladie de Cushing, on peut avoir une augmentation des androgènes. Très bien. Dans le cas contraire, c'est l'étude des retards et des insuffisances pubertaires. Dans ce cas, c'est le contraire, c'est le retard. Donc, on définit le syndrome de Klinefelter, qui est une anomalie génétique définie par un nombre de 47 chromosomes. Donc, au niveau du chromosome 23, donc sexuel, on a une triploïdie, hein? Donc ça veut dire XXY, 3 chromosomes au lieu de 2. Donc c'est le syndrome de Klinefelter. Ça veut dire que vous avez déjà, de point de vue génétique, si vous voulez, une détermination difficile du sexe. Ça veut dire il y a le gène, ou bien il y a le chromosome sexuel féminin et à la fois le chromosome sexuel masculin, donc XXY. Nous avons déjà parlé de l'anorchidie, qui se définit par l'absence congénitale des testicules, ou bien des testicules très réduits. Donc, c'est l'anorchidie, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une absence. Ça veut dire que la production des androgènes sera très diminuée. Donc, et forcément, on va avoir une insuffisance pubertaire ou bien un retard très important dans la puberté. Et le syndrome de résistance aux androgènes. Toujours, lorsque vous parlez pour les hormones de résistance, c'est surtout, on parle des récepteurs. Ça veut dire la production, elle est normale, mais l'effet, elle est altérée, suite à la diminution ou bien à la non-expression des récepteurs, à la testostérone. Donc, déficit en récepteurs. Donc, voilà, donc les différents, ça c'est d'une manière générale, les grandes lignes des interprétations des insuffisances ou bien des précocités pubertaires. Pour l'homme, donc pour l'homme, bien sûr, on va s'intéresser surtout à l'hypogonadisme. Donc, en fait, déficit ou bien les infertilités masculines. Donc, à ce moment-là, on peut définir
l'hypogonadisme hypergonadotrope par atteinte testiculaire. Vous avez l'hypogonadisme hypogonadotrope par atteinte centrale. Donc ici, ça veut dire que l'hypogonadisme hypergonadotrope, ça veut dire quoi? Ça veut dire hypersécrétion ou bien hyperactivation des centres de la régulation centrale, mais au niveau des testicules, on va avoir un effet feedback négatif. Parce que les hormones, l'axe gonadotrope n'est pas spécifique des testicules. Donc il y a plusieurs, vous voyez les hormones qui interviennent avec les surrénales, avec les testicules, etc. Donc il se peut que le problème il est surrénalien, donc il y aura un feedback négatif. Donc à ce moment-là, le feedback négatif, il va agir aussi sur les testicules. Ou bien, carrément, une origine centrale. Donc ça veut dire que voilà, donc un hypogonadisme hypogonadotrope. Ça veut dire la sécrétion de LH et de FSH, elle est diminuée donc par atteinte centrale, hypophysaire ou bien hypothalamique. Hypogonadisme normogonadotrope. Ça veut dire la régulation, en fait les hormones centrales sont normales, associées à une hyperprolactinémie. Donc la prolactine, vraiment, la prolactine, il a des effets physiologiques, tantôt synergiques, tantôt antagonistes. Donc, pour le cas chez l'homme, donc lorsqu'on a une hyperprolactinémie, on peut avoir donc un effet inhibiteur de la synthèse des androgènes. Donc la prolactine, lorsqu'elle est élevée chez l'homme, elle peut donner des effets inhibiteurs de la synthèse des androgènes. Oui. En fait, pour la prolactine, chez l'homme, donc la prolactine, lorsqu'elle est, en fait, elle doit être toujours à des taux très, très minimes. Lorsqu'elle est élevée, c'est d'emblée, on est dans la pathologie. Pardon? Oh, ben, la prolactine, donc vous avez vu la prolactine en physiologie? Ah, vous n'avez pas fait la physiologie. Donc la prolactine, c'est surtout le rôle chez la femme. Donc c'est la lactation, c'est la stimulation des glandes mammaires pour justement la lactation, la préparation à la lactation, l'allaitement. Mais chez l'homme, c'est vrai que, en fait, il y a les glandes mammaires, mais il existe, ils ont un rôle aussi c'est un caractère secondaire au niveau de la puberté, hein, mais c'est très réduit. Donc chez l'homme, le pubère homme, donc lorsqu'il atteint le stade de puberté, il y a une inflammation, il y a une hypertrophie plus ou moins, mais toujours masculine, il est toujours inhibé par la testostérone. Donc ce rôle, il est certainement attribué à la prolactine. Mais durant toute la vie normale de l'homme, la prolactine doit être à des taux diminués, loin de celle de la femme. Mais, bien sûr, on peut avoir, surtout lorsqu'on a une régression, une diminution de la synthèse des androgènes, on peut avoir, dans le cas carrément de la gynécomastie, donc les taux de prolactine qui sont élevés. Donc, ça veut dire que la prolactine, de point de vue physiologique, elle est, je dirais, importante pour le maintien physiologique, par exemple, et des rôles physiologiques chez l'homme des glandes mammaires. Bien sûr, il y a des choses qui sont élucidées, qui sont connues, il y a des choses qui ne sont pas encore élucidées jusqu'à présent. Mais ce taux doit être juste pour assurer le minimum de la fonction masculine chez l'homme, donc les glandes mammaires chez l'homme. Mais lorsqu'il y a des taux élevés, on tombe dans la pathologie. Ce n'est pas comme la femme. La femme, avec l'allaitement, il y a des cycles physiologiques. Ça veut dire la femme, prolactine diminuée. Après l'allaitement, en fait, après l'accouchement, la prolactine
très élevé juste avant l'accouchement parce qu'il y a voilà, les hypertrophies des glandes mammaires et la préparation à l'allaitement. Après, donc le sévrage, hein, ça veut dire après l'arrêt de l'allaitement, donc il y a la diminution de la prolactine, et ainsi de suite. Donc c'est cyclique, c'est physiologique. Chez l'homme, bien sûr, c'est pathologique généralement, ou bien si on acceptait le rôle de la prolactine, une petite élévation au cours de la puberté chez l'homme, parce qu'il y a une hypertrophie plus ou moins, mais toujours à l'échelle masculine, hein, au cours de la puberté. C'est clair? Très bien. Donc, les déficits enzymatiques, les enzymes qui sont impliquées dans, voilà, vous voyez, les enzymes, les desmolases, qui sont impliquées dans la synthèse de la testostérone. Donc, si vous avez des déficits en ces enzymes, automatiquement, vous allez bloquer la synthèse de la testostérone. Donc, et vous aurez une hypoandrogénémie, une hypotestostéronémie. Très bien. Donc, il s'agit les desmolases, les cétohydroxylases et les cétoréductases testiculaires, bref, surtout les enzymes qui s'impliquent dans la synthèse de la testostérone. Donc, c'est ça ce que vous devez retenir, les enzymes impliquées dans la synthèse de la testostérone. Il y a des déficits congénitaux qui donnent un hypogonadisme ou bien une hypoandrogénémie. Très bien, maintenant on passe, donc on a vu les surrénales, cortico-surrénales, communs entre l'homme et la femme, bien sûr avec des particularités plus ou moins. Puis on passe aux gonades, on est passé aux gonades chez l'homme, les testicules, maintenant on va voir les ovaires chez la femme, donc les hormones sexuelles chez la femme. Donc bien sûr, l'homme testicule, la femme ovaire, donc la synthèse des hormones stéroïdiens sexuels, hein, donc c'est les ovaires. Donc, ce sont des glandes sexuelles féminines à deux fonctions. C'est comme les testicules. Donc, vous avez une fonction exocrine, donc c'est l'ovulation, et la fonction endocrine. Donc, la fonction endocrine, c'est la partie qui nous intéresse. Bien sûr, les deux parties, parce que même l'ovulation, elle est régulée par les hormones stéroïdiennes. Donc, vous avez vu la physiologie des ovaires? Pas encore. C'est pour cette année. Non, d'accord. Donc, la fonction endocrine. Donc, vous avez les hormones stéroïdes sexuelles féminines. Donc, ça veut dire, le chef de file, c'est les œstrogènes, le stradiol. Il y a une sécrétion pulsatile. Ça, c'est important. Donc, une sécrétion pulsatile. Ça veut dire, si vous voulez, cyclique, avec des pics. Bien sûr, les pics qui vont avec la datation du cycle. Donc, les œstrogènes, le chef de file, hein, si vous voulez, ou bien la famille plus importante dans l'apparition des caractères secondaires sexuels féminisants. Donc, l'œstradiol E2 et l'œstrone E1. Donc, bien sûr, on s'intéresse surtout à l'œstradiol, l'exploration au dosage de l'œstradiol qui est le plus important. La progestérone, c'est le corps jaune. C'est la sécrétion à partir du corps jaune. Et la progestérone, c'est la préparation à la nidation. C'est le maintien de la grossesse. C'est important. Bien sûr, s'il n'y a pas de grossesse, donc il y a régression des corps jaunes, dégénérescence et diminution de la progestérone. Les androgènes, c'est au niveau du stroma, et bien sûr les androgènes, vous voyez qu'ils existent chez la femme, le stroma. Mais le taux des œstrogènes, il emporte sur
ou bien la force, si vous voulez, entre guillemets, la puissance des œstrogènes, qui sont d'une façon sécrétés d'une façon très importante, donc on porte sur les effets de la testostérone. Vous voyez? Le cas où vous aurez le contraire, donc il y a l'apparition du virilisme et de l'hystérisme chez la femme. Vous voyez? Donc les œstrogènes, tant qu'il y a des taux très élevés, donc ils vont emporter sur les effets des androgènes. Très bien. Oui? Pardon? Oui, ce sont des œstrogènes. Donc ça, c'est quoi ça? Oestrone. C'est une fonction, avec une fonction cétonique. Vous voyez? Avec l'estradiol, c'est une fonction alcoolique. Mais ce sont des œstrogènes. Il y a une différence de structure. C'est clair? Mais ce sont tous, ils ont des actions oestrogéniques. C'est une famille. Dans la famille, on trouve plusieurs hormones. Très bien. Donc, l'organe sexuel, donc ça c'est une coupe topographique, si vous voulez, anatomique du vagin.